Bonsoir à tous. Il est à Dakar, il peut facilement aller danser sur la tombe de Senghor. Livre qui le lance, nous sommes en 2014, ce n'est pas seulement une histoire de boxe. Le cadre spatio-temporel est sur un ring. Le narrateur donne des coups au président, à l'Afrique, à l'Occident. Parce que sa plume est sans capote ni Kalachnikov, mais il peut facilement plonger dans le ventre du Congo. Blaise Ndala dans Belle Ligne, invité spécial pour un auteur spécial. Mais bonsoir et quel plaisir de vous accueillir dans cette émission Belle Ligne. Bonsoir, Pape, le plaisir est surtout le mien. Revenir pour une troisième fois après main report à Dakar, Oui. c'est un immense et si ça peut s'accompagner d'une invitation comme celle-ci, comment demander plus? Quand on dit Dakar, on dit Senghor, on dit un peu le titre de votre premier ouvrage. C'est vrai que c'est par là, c'est par cette porte sénégalaise que j'entre en littérature. C'est en quelque sorte se placer sous la bénédiction à la fois du poète de Joal et sous le signe de la Teranga. Donc revendiquer à ce qu'on soit accueilli, à ce qu'on soit accompagné, pourquoi pas par le sien. Et au Sénégal, on se sent chez soi quand on vient du Canada, quand on vient du Congo, on se sent chez soi. Et on dit Djeredjeuf, merci beaucoup, surtout pour l'évocation de Senghor. Sur la tombe de Senghor, danser sur la tombe de Senghor, un titre qui évoque, qui interroge, comme Boris Vian par exemple. J'irai cracher sur vos tombes. Pourquoi Senghor? D'abord, pourquoi Boris Vian? Parce que c'est un auteur que j'aime, le clin d'œil, Ouais. vous l'avez perçu tout de suite, venait de là. Et puis Senghor, parce que c'est Senghor, on dirait. Pourquoi? Parce que c'était nous, parce que c'était Senghor, Ouais. parce que nous avons, nous, de la génération qui est mienne, et j'imagine celle qui vient et celles qui viendront, nous avons quelque chose de Senghor. Nous lui devons beaucoup. Et je considère que dans l'héritage que nous avons reçu de lui, d'apporter notre part d'humanité dans ce qu'il considérait comme l'universel revisité, évidemment, avec le regard du nègre qui reprend par la parole et qui apporte sa contribution dans le récit d'un monde qui est celui qui naît de la décolonisation. Quand on vient comme ça et qu'on entre en littérature, on cherche sa voix, on cherche les figures tutélaires en quelque sorte, et Senghor en est une. Et dans le cas de ce récit, vous l'avez mentionné au début, qui convoque la post-colonie, les 2 premières décennies des indépendances, Ouais. d'un côté du Sénégal et de l'autre du Zaïre de Mobutu, parce Ouais. que ça se passe, la scène de la boxe que vous convoquez se passe dans le Zaïre de Mobutu. On est quand même à la période où se dessinent certaines idéologies sur le continent. Senghor, avec Césaire et Gontre Damas et les autres, ont lancé la négritude depuis Paris. Ouais. Mobutu tente vaille que vaille de ne pas rester à la traîne et revient avec la fameuse authenticité qui va l'amener notamment à la zaïrisation, les appellations qui changent, l'habillement. Donc on est dans cette espèce de surenchère où on veut prouver à la face du monde, essentiellement du monde noir, qu'on est peut-être le coq qui chante le mieux la condition noire. Ouais. C'est ça qui me fascinait derrière le combat. Il y avait cette idée-là de savoir jusqu'où nous pouvions nous mesurer à nous-mêmes, mais jusqu'où nous pouvions porter cette parole pour dire au monde, le monde noir, autrement qu'avec les mots, le regard de ce que le colonisateur nous avait apporté. Et donc là, j'apporte 2 regards sur Ouais. cette condition entre Mobutu et Senghor, et je me sers comme prétexte de la boxe parce que c'est lui qui vient, c'est lui qu'on met au centre de cet événement qui avait pour cadre Kinshasa en 1974, Kin Label, comme on disait à l'époque, et lui-même aussi un grand prophète du monde noir, à Ouais. savoir Mohamed Ali. Ouais. Contre Foreman en 1974. 74. On parle d'abord de vos titres. La titraille. Comment ces titres-là sont fabriqués dans votre laboratoire d'écriture? Sans capote ni Kalachnikov, ça fait rêver pour nous qui sont dans le champ de la fiction, dans le ventre du Congo. On y plonge. On est également, j'irai danser sur la tombe de Senghor. Comment ça se fait, la titraille, le jeu des titres? Comment ça se fabrique? Je considère que la titraille fait partie de ce qu'on appelle peut-être l'identité d'un auteur. Oui. Moi, je ne me vois pas écrire un roman qui s'intitulerait par exemple Un regard. C'est pas que c'est un titre moche, mais je trouve ça, surtout pour le Congolais que je suis, où la gouaille ou le jeu de mots est ce qu'il est Très banal, dans ces c'est ça? pays. Oui, je trouverais Pas ça sexy, plutôt banal. hein? Pas sexy, Ouais. pas Pas littéralement très- sexy, pas ouais. très accrocheur. Ouais. Et ça ne dirait pas assez de toutes les turbulences que je veux loger
derrière ce titre. Et donc, j'ai ce rapport avec les titres qui sont une manière déjà d'entrer des pleins pieds dans ce que je considérais peut-être comme la pré-lecture, le pré-texte. Oui. Je veux que la promesse soit là, d'entrée de jeu, que l'on sache qu'on ne va pas être là juste pour la beauté du geste, comme on dit, mais qu'on va affronter cette réalité de potentiellement danser sur la tombe d'un icône comme Senghor. Après, ce que ça apporte, c'est bien autre chose. Mais il faut que l'on sache qu'on pourrait être déstabilisé, qu'il pourrait y avoir de l'irrévérence, il pourrait y avoir quelque chose, une fulgurance qui n'est peut-être pas dans le registre commun. Et c'est comme ça que ça se répète. Mais pour peut-être être plus précis sur comment ces titres arrivent, parce que je l'envoie, j'envoie un titre qui n'est peut-être pas celui-là, que je ne dévoilerai pas parce qu'il se trouve que je pourrais peut-être le reprendre. Et puis mon éditeur qui le reçoit ne l'aime pas assez. Et là, il me dit, mais Blaise, est-ce que tu n'as pas autre chose? Je lui dis, mais en fait, j'en ai 5. Il dit, mais renvoie-moi un autre. Mais plutôt que de réagir du tic au tac et de lui laisser les 4 autres pour qu'il fasse sa sélection, je me souviendrai toujours, je suis accompagné d'une amie française avec qui je me rends à Montréal. Sur le chemin, je me dis, et si finalement on laissait le loisir à un lecteur potentiel, qui est celui qui ira en librairie et choisira un livre sans savoir qui est Blaise Dalle. À l'époque, personne ne me connaît. Et donc, on joue à ce jeu, on écrit les 4 titres sur un bout de papier, et comme ça, on accoste les gens dans la rue, dans Montréal, et parfois dans des bars où on s'arrête, on dit, vous ne connaissez pas un auteur, cet auteur-là, vous entrez dans une librairie et vous voyez ces 4 titres sur de couverture. Peu importe l'éditeur qui vous le propose, lequel vous donne envie de vous arrêter. Je me souviendrai qu'on avait interrogé 11 personnes, 9 sur 11 avaient choisi J'irai danser sur la tombe des Senghor. Et dernier détail sur le 9, 5 seulement savaient qui était Senghor. On est à Montréal, hein, on n'est pas à Rufisque, on n'est pas à Lomé. Et ça, c'est au-delà de la fiction, c'est la réalité. Parlons un peu de J'irai danser sur la tombe de Senghor. Il y a une dialectique sous forme de fil conducteur. Mobutu et Senghor, Foreman, Mohamed Ali, le noir et le blanc, cette confrontation-là entre peut-être ce qu'on peut appeler la réalité occidentale et l'esprit africain, le récit africain. Est-ce qu'il y a cette dialectique-là que le narrateur a essayé un peu de mettre au goût du jour? Très certainement. Le narrateur, ce qu'il nous dit en somme quand on arrive à la fin de ce livre et qu'on passe à travers les huit rounds au terme desquels, contre tout pronostic, Foreman terrasse Mohamed Ali à Kinshasa, ce que en Afrique, une victoire comme celle-là, et la science sport, ça peut être les camps politiques, en sciences ou ailleurs, ben, la victoire n'est pas inscrite dans ce que l'entraîneur, je ne sais pas, les bookmakers racontent. La victoire, elle est écrite quelque part entre Dakar et Touba, entre Kinshasa et le village natal de mon narrateur, chez le grand-père. Il y a tout cet univers que Senghor convoque dans sa poésie. Et que Birago Diop et d'autres convoquent quand ils parlent de mort. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui triomphe, dans les rings qui grondent, dans la sueur qui perd le visage du perdant. Ils sont là, ils agissent à travers tous ces signifiants. Et donc, je voulais rentrer par cette porte pour dire peut-être que sur ce combat et sur tout ce que cela a convoqué, l'Occident n'a vu que ce qu'il pouvait voir avec les yeux, le langage et les indicateurs qui sont les siens. Et si on renversait le miroir et qu'on disait, ben, Afrique, parle-nous, qu'est-ce qu'il aurait à dire, ce narrateur qui, lui, va puiser dans l'Afrique profonde l'essence des événements comme ceux-là, au-delà de la confrontation entre deux grands boxeurs, si le combat est aussi celui du coq nègre qui veut s'imposer, qui veut démontrer à l'autre que ça se jouera plutôt du côté de l'authenticité que du côté de la négritude, quelles sont les armes? Comment ça se passe? Et évidemment, dans le roman, on voit là où les choses se sont peut-être jouées. Après, dépendamment du rapport qu'on a soi-même avec la spiritualité et ces univers-là, on décide de prendre ou de ne pas prendre. Je ne dirais pas croire. On n'est pas dans le registre de la foi. Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on adhère ou on n'adhère pas? Et autrement dit, l'objet, quand il devient sujet, c'est toute la narration qui change. C'est toute la narration qui change. Ce sont les mondes qui s'inversent. On propose une autre lecture d'un fait social ou d'une réalité qui peut être
absolument protéiforme. Hein. On peut la présenter sous cette format, on peut la présenter au cinéma, on peut la présenter dans une poésie, dans plein de registres, mais dépendamment des outils dont on se sert, des imaginaires qui nous habitent. Ouais. On a les clés qu'on a. On choisit d'utiliser les clés qu'on a. Et ce qui fait un peu, c'est ce qui fait l'originalité de l'écriture panègre. Je ne veux pas colorier l'écriture, mais l'écriture négro-africaine. Je me rappelle un peu d'un cours du professeur Amadouli que je salue à travers cette émission, qui disait un peu le charme, par exemple. Si on voyage dans la littérature négro-africaine, le charme de Batouala en 1921, c'est que l'objet est devenu sujet, et c'est la première fois que dans un texte négro-africain, que la civilisation occidentale est objectivisée. Ah, évidemment. Même dans la préface. C'est ce qui fait un peu le charme, c'est ça. Mais je pense qu'on est bien obligé. La citation que vous donnez me fait penser à une autre, mais celle-là, on la doit à Édouard Glissant. Mais oui. Ils disent la même chose. Oui. Glissant dit c'est quand toutes les histoires auront été contées que commence l'histoire. Si on est là à reconduire constamment le narratif des cahiers avec Voyage à Tombouctou, si on nous ressort le registre de Conrad avec Au cœur des ténèbres, et que nous, 50, 60 ans après, 70 ans après, empruntons le même sabot pour dire la même chose, qu'est-ce que nous apportons au récit du monde? Allons-nous continuer à raconter l'Afrique sans essentialisation? Mais notre regard, il est nôtre, il est nourri par tout ce que nous sommes. Nos cosmogonies, nos récits, nos légendes d'autrefois. En plus de ce que, évidemment, la rencontre avec l'Occident nous a apporté. Mais si ce que nous écrivons, ce que nous disons n'est pas l'émanation, n'est pas une sorte de cristallisation de tout cela, qu'est-ce que nous apportons à l'humanité? Nous serions interchangeables, on continuerait à lire Hugo, on les lit toujours. Oui. Mais parlant de l'Afrique, on a envie de lire autre chose, de porter notre regard sur des événements comme cela, que ce que l'Occident a par ailleurs amené depuis des siècles, des siècles, des siècles. Est-ce que la princesse Tchala, là on est dans le ventre du Congo, a compris? Sans doute que Tchala l'a compris, parce que ce que Tchala fait, encore une fois là aussi, c'est de revenir sur cette longue lignée, parce qu'il s'agit d'une princesse d'un royaume qui est un royaume précolonial. C'est ça. C'est-à-dire de dire, ça peut paraître très simpliste parce que le discours aujourd'hui est un peu plus construit, un peu plus réfléchi qu'autrefois, mais c'est de dire que nous n'avons pas attendu que le Portugais Diego Cao découvre l'embouchure du fleuve Congo pour savoir ce que c'est un État, ce que c'est une constitution, c'est que c'est un code civil. On ne l'appelait pas ainsi, on ne les nommait pas de cette manière-là. Mais que je pense à la charte de Mandé chez les Mandingues, que je pense à d'autres. En 1232, on a la révolution des Torodos en 1776, où il y a déjà les bribes un peu de la démocratie. C'est de tout cela dont il s'agit. Donc Tchala, c'est qu'elle constate, c'est qu'elle découvre ce royaume qui est le sien, et pour lequel Frobenius, l'Allemand, arrivé à la fin du XIXe siècle, disait sous les tropiques, au-dessus du Nil, c'est la civilisation la plus aboutie qui ait jamais existé. Moi, elle me fait penser à la Chine antique. Elle est de cette lignée-là. Et elle s'approprie cette histoire qu'elle découvre jeune. Et elle nous ramène pour nous dire, voilà, il y a eu cela avant les Belges. Oui. Parce que l'histoire, encore une fois, quand je retourne à Conrad, ce que nous avons reçu, la littérature que nous avons puisée dans la bibliothèque coloniale, pour reprendre le mot des Modimbe, elle ne nous parle pas du royaume Kuba. Si elle nous parle, c'est pour montrer un peu le côté absolument exotique de la chose, la création. Oui, c'est ça, c'était une littérature exotique. Exotique. Alors, elle montre qu'au-delà de cette vision très exotique et très pâle, au propre et au figuré de cet univers-là, il y a bien de choses qui ne sont pas remontées à la surface et qui ne sont pas rentrées dans la mémoire de son peuple, des Congolais, des Africains d'aujourd'hui. Donc, revenir par cette porte-là, remonter jusqu'à Bruxelles Expo 58, 2 ans avant la colonisation du Congo, et poser un autre regard, non pas sur ce qui, eux, au nord, ont appelé le village africain, mais sur le dernier zoo humain par lequel l'Europe s'ensauvage elle-même. Parce que pendant qu'elle prône les Lumières, elle se roule dans la sauvagerie, dans un exotisme éhonté, dans un racialisme d'opérette, de cirque.
Elle se déshumanise de cette manière-là, ne montre pas de moi. Ça, c'est ce que déjà disait en son temps Césaire. Il disait, par la colonisation, l'homme blanc se déshumanise. Oui, oui. Et dans le discours sur le colonialisme. Sur le colonialisme. C'est le propos qu'il tient. Donc en posant des actes d'une violence, d'une inhumanité comme celle des Zoulous-humains, l'homme blanc descend, dégringole de l'humanité, sans être aidé par qui que ce soit. Il le fait tellement bien. Mais il ne le voit pas comme ça, il ne le dira pas comme ça. Non. Ce récit ne le fera pas. Alors il faut que Tchala arrive, remonte ce chemin, et pour nous dire voilà comment cela a pu se faire, 2 ans seulement avant que l'on préempte l'idée des indépendances en disant on la leur a donnée. Oui. À travers Tchala, le défi pour les écrivains, le rapatriement de l'imaginaire, il y a un peu une sorte d'antichambre dans le ventre du Congo, parce qu'il y a la bataille des musées, et un film récent que vous avez peut-être suivi, le documentaire qui a été primé de Mati Diop sur Dahomey, sur le rapatriement un peu de l'imaginaire. Que je n'ai pas vu, mais oui, j'ai un peu lu sur. Oui, c'est ça au fait, c'est-à-dire ces statues-là qui dorment dans un cercle noir, autrement dit étranger, des statues étrangères à l'Occident, étrangères également ici, parce qu'il y a un problème d'adaptation, d'acclimatation. C'est un peu ce dilemme-là en ce qui concerne la culture. Oui, c'est cette réalité-là, c'est cette fragmentation-là, je disais tantôt de mémoire coupée, c'est cette réalité-là qu'on essaie de rapiécer par l'art. Parce qu'il faut que l'art serve à ça aussi, quand je dis réappropriation de la parole, du dire africain, c'est pas pour rester dans des postures antagonistes, c'est pour prendre la place qui est nôtre, que nous n'avons pas encore pris suffisamment. Et si nous ne faisons pas ce travail, personne ne le fera à notre place. Il faut que nous reparlions de ça. Et ça passe dans l'imagination, ça passe d'abord dans l'imagination. Ça passe par dans la fiction. Ça passe par la fiction, que cette fiction, pas que, mais ça passe aussi par la fiction. Mais ça passe aussi, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, par des essais étoffés, conséquents, qui vont au fond des choses et qui nous ramènent vraiment les tenants et les aboutissants de ces affaires. Et parlant des essais, ça passe aussi, parce que là, je vais convoquer un peu ma part de juriste, par ce que nos juristes, à nous, nos théoriciens du droit vont apporter sur des notions comme les notions de propriété, les notions de comment on réquestionne l'univers du domaine privé de l'État, par exemple, dans le cas des anciennes puissances coloniales. Vous savez que l'un des obstacles, sans entrer dans un juridisme pointu, l'un des obstacles, par exemple, que la Belgique a mis sur la table lorsqu'il a fallu discuter de la question du retour de la dent de Lumumba et d'autres reliques qui se trouvent dans les musées belges et que je convoque dans ce roman, c'était de dire, nous voulons bien, nous entendons les revendications des associations congolaises, de la société civile congolaise, mais nous sommes ligotés, nous avons les mains liées par notre droit, parce que ce sont des biens qui appartiennent au domaine privé de l'État belge, nous ne pouvons pas le céder. Vous voyez ce genre de contradiction. Évidemment, le droit est au service de société, des humains et non pas l'inverse, mais il faut que nos juristes, nos théoriciens, à travers les essais, pas que dans la création artistique, comme je le disais, poussent très loin ces notions-là, qu'on réquestionne par exemple le socle du droit international, c'est aussi la notion pour ce qui est par exemple des crimes, de l'imprescriptibilité, je vais y arriver, des crimes. On peut étendre cette notion. Le fait de détenir et de continuer à détenir contre le gré de familles, des États, de restes humains, qui décident que ça, c'est de faits qui doivent rester de l'ordre de l'histoire et qu'il n'y a aucune conséquence juridique qu'il faille en tirer. C'est des choses sur lesquelles nous sommes appelés à réfléchir. Et si la fiction, pour revenir au roman, peut être un prétexte, une porte d'entrée, si les cinémas, le documentaire dans les cas que vous évoquiez, peuvent être autant d'aiguillons qui nous réveillent et qui poussent d'autres domaines du science, sociologie, droit, histoire, à creuser, à étendre le champ de recherche pour que toute cette masse nous amène au vrai rendez-vous, mais le vrai, c'est celui-là du donner et du recevoir, et pas que dans l'imaginaire, mais dans la transaction réelle entre États, entre le Nord et le Sud. Peut-être on assistera à un début de justice enfin, qui est le préalable finalement à ce qu'un jour on dise « tournez cette histoire-là, vous n'en finirez jamais, vous nous bassinez tellement avec ça ». Mais commençons d'abord par le vrai rendez-vous, donnez-moi le crâne de mon grand-père et je vous rendrai peut-être la liberté de ne pas en parler. Et nous vivons cela avec les biens de Senghor. On en sait quelque chose, et surtout le sable d'El Hadji Ouattara. Il y a eu une forte polémique au Sénégal.
tournons une autre page, mais on reste un peu dans votre intrigue. C'est celle de la migration, des migrants. Hein. Vous en parlez avec Modero dans J'irai danser sur la tombe de Senghor, et c'est toujours d'actualité. L'Eldorado, hein, le mot que le ventre de l'Atlantique, pour citer Fadjam. C'est d'abord interne de campagne à ville, mais également de pays à pays. Est-ce que c'est facile de tuer ce mythe-là, de noyer ce mythe-là? Je ne crois pas. Et ça vous surprendra peut-être, mais je n'ai même pas envie qu'on le tue, ces mythes. Ah oui? Oui, parce que ces mythes nous rappellent une évidence qui devrait vraiment... ce serait un pléonasme, mais c'est quelque chose qui tombe sous l'essence. L'homme naît pour bouger. L'homme naît pour aller vers. Ouais. Et les raisons sont multiples. Dans un monde idéal, j'aimerais bien que le jeune Sénégalais qui est né à Hambourg trouve toutes les conditions possibles pour faire toutes ses études, trouver du travail ici. Diverses raisons font que ce n'est pas comme ça que ça marche. De la même manière que l'homme d'affaires chinois se réveille un matin et dit moi je vais aller tenter ma chance du côté des Ziguinchor ou du côté des Kolwezi au Katanga parce qu'il y a les minerais. De la même manière, c'est tout à fait légitime que pour ceux qui considèrent que les conditions de vie pour eux, pour le leur, pour les êtres qu'ils chérissent sont difficiles dans le lieu où ils ont vu le jour, qu'ils aient la possibilité de partir. Alors le drame qui est là, c'est que nous avons intériorisé l'idée que les autres avaient le droit de posséder dans l'absolu le monde, d'aller où ils voulaient, dans les conditions qui étaient les leurs, et que nous étions ceux qui attendrions que l'on veuille bien nous recevoir. Non, je pense que autant ils ont conquis les mers, les continents pour imposer le modèle de vie qui aujourd'hui qui est le leur, qui régente pratiquement toute l'humanité, de la même manière que nous avons notre place partout où Mais nous ils avons brandissent le mot souveraineté, par exemple. Mais ils brandissent le mot souveraineté. Qui est un terme juridique. Bien sûr, oui. mais la souveraineté qui est une fiction en droit, comme la nationalité, comme bien d'autres choses, moi j'aurais voulu... Comme la laïcité. Comme la laïcité, j'aurais voulu qu'ils s'en souviennent ou qu'ils la brandissent quand ils arrivaient sur les bords de l'Empire du Congo au XIXe siècle. Elle était où la souveraineté quand, je ne sais pas moi, Faidherbe arrivait ici, la souveraineté française s'appliquait ici. Et quand chez nous au Canada, Samuel Champlain arrive dans la baie du fleuve Saint-Laurent à Montréal, la souveraineté de la France, elle s'étend où? Il faut leur demander aux Kanaks aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'ils pensent de la souveraineté? Non, je pense que la marche du monde s'est faite au détriment, oui, de peuples qui ont perdu la bataille de cette conquête de terre. Nous l'avons perdu, cette bataille-là. Nous n'allons pas refaire le monde. Le monde s'est reconfiguré de cette manière. Il y a eu ces mouvements de décolonisation imparfaite qui s'est opéré. La souveraineté qui est consacrée par bien des traités au niveau interne, au niveau de l'Afrique, par des constitutions dont nous nous sommes dotés, c'est un sujet plus vaste que juste la contrainte qui nous empêcherait de franchir les frontières. Parce que si on érige cette souveraineté comme obstacle à ce que l'on quitte un territoire vers l'autre, il faudrait que ça s'applique dans tous les sens. Il faudrait que le Belge qui veut revenir au Congo ait potentiellement les mêmes difficultés que ce que nous rencontrons quand nous avons envie d'aller là-bas. Après, je comprends très bien que même pour nous-mêmes, il est essentiel que nous n'épuisions pas, que nous ne donnions pas aux autres le meilleur de nous en nous appauvrissant de ressources dont nous avons besoin. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça non plus, parce que les dernières années l'ont montré. Pour beaucoup de jeunes qui vont, et qui parfois vont pour des mauvaises raisons, peut-être pour de bonnes raisons, mais qui trouvent la mauvaise solution. Mais pourquoi ne pas leur donner une envie de rester? C'est là où je voulais en venir. Oui. Donc, il faut que nous travaillions pour donner envie de rester aux jeunes, mais pour que cela ne devienne pas le prétexte pour empêcher tout départ. Il y a des jeunes qui partiront et beaucoup reviendront. Il n'y a qu'à observer la tendance du mouvement inverse. Il y en a beaucoup qui restent également dans le ventre de l'Atlantique. Beaucoup périssent. Mais moi, je ne veux pas, je ne minimise pas ce problème-là. Il est problématique. Encore une fois, il pose de vraies questions de gouvernance chez nous. Mais je ne veux pas que ça devienne le prétexte pour qu'on nous empêche de sortir du continent.
Moi, je suis fier d'avoir fait une bonne partie de mes études au Congo, d'être parti en Europe, d'avoir acquis d'autres compétences. Et un jour viendra, je vis au Canada, où ces compétences, me semble-t-il, seront très utiles au Congo. Peut-être ne les aurais-je pas reçues dans les mêmes conditions si j'étais resté chez moi. C'est un exemple. C'est valable pour Sadio Mané qui va jouer en Angleterre, qui ne serait pas le joueur dont nous sommes tous fiers, qui ne poserait pas les actes à portée sociale qu'il pose ici s'il était resté jouer dans l'équipe, je ne sais pas moi, de quelle ville aussi. Ouais. Cette mobilité-là, elle sera toujours là. Nos gouvernants doivent donner envie de rester. Oui. Mais nos gouvernements... Parce que vous les critiquez. Vous critiquez le système. Absolument, il faut les critiquer. Oui. Parce qu'il est imparfait et il donne les mauvaises raisons de départ à des gens qui auraient pu trouver autrement des solutions, des raisons de rester. Et pour ça, il faut qu'on travaille, qu'on donne de l'emploi, qu'on donne... L'emploi, c'est une composante, mais qu'on donne de la perspective d'un bien-être ici. De l'espoir. De l'espoir. Oui. Si on n'a pas cet espoir-là, même quand il s'agit de partir, on choisit les solutions les plus périlleuses, les plus délétères, et on en paye le prix. Et ça aussi, c'est de deux côtés. Si là-bas, de l'autre côté, on avait des programmes qui donnaient des visas, une politique, je veux dire, où on pouvait accéder à un visa quand on est artiste, quand on est footballeur, quand on est, je ne sais pas, ingénieur, et que les gens savaient qu'ils peuvent partir pour un stage, revenir, je pense qu'ils prendraient peut-être moins des risques. Mais on en a fait tellement une sorte de Graal que pour les gens, c'est ça ou rien. Alors c'est le tout pour le tout. Je pense que si on humanisait ces politiques-là, Oui. de deux côtés, C'est le mot, humaniser. ça serait quelque chose qui se gérerait mieux. On va finir avec les représentations. C'est un thème qui me plaît dans votre laboratoire d'écriture, dans vos œuvres. Les représentations, la folie de la grandeur, et surtout aujourd'hui, on en sait quelque chose. Vous en parlez dans son capote Kalachnikov, la marchandisation de la misère. Oui, la marchandisation de la misère. Comment il est perçu entre les deux? C'est quoi d'abord la marchandisation de la misère pour celles qui nous suivent? Alors, ça revient un peu à ce que j'évoquais tantôt sur la question de l'exotisme. C'est l'idée de faire croire, en tout cas de montrer une certaine Afrique, et ça ne se limite pas qu'à l'Afrique, hein, ça s'étend à tout ce monde, tous ces Suds, comme on dit aujourd'hui, qu'un certain Occident prétend vouloir sortir de la misère, sortir de ce que Conrad, encore une fois, appelé le cœur des ténèbres. C'est-à-dire peindre ce monde-là, et dans ce cas-ci l'Afrique, avec un tel misérabilisme tel que quand on évoque ce pays, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Congo, l'on ne pense pas à cet artiste magnifique dont je saluais les talents tout à l'heure. H. West. Voilà, que l'on ne pense pas à lui, qu'on ne pense pas, je ne sais pas moi, aux femmes peintres que j'ai croisées à Port-au-Prince, en Haïti, qu'on ne pense pas à une société civile dynamique comme celle de l'Est du Congo. Que l'on soit fixé sur l'image de la femme qu'on viole dans le Kivu, que l'on ne retienne du Kivu que la capitale mondiale du viol. Vous imaginez la violence qu'il y a derrière ces mots. Que l'on retienne qu'un monde qui s'enlise encore et toujours dans les ténèbres, dans tout ce qui est sombre. Que l'on vienne ici nous dire, à Cheikh Anta Diop, même si ça a été dit et redit, que nous ne sommes pas rentrés de l'histoire, parce que. Une fois qu'on vous a enfermé dans ce que j'appelle moi ces mots prison, ces images d'un autre temps qui ne vous présentent que sous le mauvais jour, mais tous les prétextes sont bons en plus pour venir vous prendre ce qu'on doit vous prendre. Et les outils pour venir vous le prendre ne vont pas nécessairement apparaître pour ce qu'ils sont en réalité des outils de domination. Ils vont prendre souvent des formes beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus mielleux. Alors ça va être des documentaires sur les talibés de Dakar. Ça va être dans ce qu'on cas-là, appelle la puissance douce, quoi. Une puissance voilà. douce, quoi. Oui, alors que cette manière de nous dire, de nous décrire, de nous présenter et de nous vendre dans le jeu de ceux qui sont de l'autre côté est une manière de nous faire violence, est une manière de taire, de faire écran sur les causes réelles qui ne sont pas les seules, mais les causes réelles qui sont attribuables parfois à ces puissances-là. Pour revenir dans le cas du Kivu, une fois que vous avez dit que vous avez affaire à la capitale mondiale du viol, que c'est un pays qui ne s'en sort pas, c'est le cœur des ténèbres, ces gens-là, on ne peut plus rien faire. Comment allez-vous convoquer toutes ces entreprises minières qui sont derrière l'exploitation du coltan? Vous n'en parlerez pas, ça deviendra de l'ordre de l'anecdotique.
Donc il y aura un écran qui fera en sorte que tous les discours construits autour de la misère, de l'incapacité des Africains à se prendre en charge et à se projeter vers l'avenir, quand on vous a saturé avec les images réelles, mais qui ne disent pas tout, de ceux qui se jettent dans la Méditerranée, c'est qu'on ne vous montre pas ce qu'il y a, ces frontières de l'Europe qui sont descendues sur nos territoires avec la complicité de nos États. C'est le fait qu'en Tunisie, au Maroc, en Algérie et ailleurs, l'Europe sort ses dents, sort ses griffes pour mordre dans la chair africaine. Ça, on ne vous le montrera pas. Parce qu'on dira, c'est désespéré, ils ne se prennent pas en charge, ils se jettent dans la mer. Toute cette violence-là, qui est édulcorée, qui est présentée de la manière dont je l'ai écrit dans le roman, c'est ce que j'ai voulu habiller d'une certaine manière sous le vocable justement de cette marchandisation de la misère qui est l'écran de fumée. En tout cas, merci beaucoup de déconstruire ces idées et d'éteindre cet écran. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être là pour ces échanges. C'est encore moi qui vous remercie. Merci. C'était Blaise Ndala, auteur primé. Allez lire ces ouvrages, ce sont des chefs-d'œuvre. Dans le ventre du Congo, comme illustration, sans capote, ni Kalachnikov, et pourquoi pas, j'irai danser sur la tombe de Senghor. Un plaisir de l'inviter, un plaisir également de dire merci à la noblesse anodine. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.